remercier de vous être déplacés pour rendre hommage ultime, parce que c'est vrai que cet accident, on pense souvent au miracle qui s'est produit. Et que je m'appelle Baya Bakari, j'ai 25 ans et j'ai survécu à un crash aérien il y a maintenant 13 ans. Le vol s'est déroulé de manière normale. On nous a annoncé qu'on allait bientôt atterrir. Donc on nous a demandé d'attacher nos ceintures, redresser nos sièges. Puis je sens qu'on rentre en phase d'atterrissage. Je sens l'avion descendre. Et à ce moment-là, je sens des turbulences, mais personne a l'air de s'inquiéter. Autour de moi, personne réagit. Donc je me dis, bon, bah, peut-être que c'est comme ça quand on atterrit aux Comores, peut-être qu'il y a des turbulences. Et c'est à ce moment-là où je sens comme une décharge électrique dans tout mon corps, qui me paralyse en quelque sorte. Et je me réveille dans l'eau. Il faisait nuit. Face à moi, il y a 3 débris d'avion. Donc je prends le plus grand d'entre eux en me disant que je vais pouvoir monter dessus en attendant qu'on vienne nous secourir. Mais j'y arrive pas, donc je reste juste agrippée. J'ai mon bas du corps qui est dans l'eau et je suis juste agrippée à ce débris-là. Et je prends conscience en fait qu'il y a des femmes qui appellent à l'aide plus loin, mais je les vois pas, j'entends juste leur voix. Mais avec la fatigue, le choc de l'accident aussi, je finis par m'endormir. Je me réveille, il fait jour. J'entends plus les voix qui appelaient à l'aide. Je vois personne en fait à ce moment-là. Je suis juste moi, toujours agrippée à mon débris. Je vois au loin la silhouette de l'île et j'essaye de nager, mais c'est assez compliqué puisque la mer était très agitée ce jour-là. J'ai un fort goût de kérosène qui revient sans cesse en pleine bouche et j'ai l'impression de faire du surplace. Naïvement, je commence à me persuader, alors que je savais ce qui s'était passé la nuit, je me persuade que tout le monde est arrivé et que je suis la seule à être tombée au final de cet avion. Je me dis que ma mère, la connaissant, je me suis dit si je suis tombée, elle doit être très paniquée et elle doit s'énerver sur tout le monde en demandant mais où est ma fille, où est ma fille. Donc, c'est cette idée-là qui m'a permis de tenir, accrochée à mon débris, parce que je suis restée en tout une dizaine d'heures accrochée au débris d'avion. Quand on m'a dit 10 heures, pour moi, ça avait duré une éternité. On voit pas le temps passer, en fait, quand on est dans cette situation-là. Et j'ai voulu lâcher, ou j'ai lâché. Et après, je l'ai rattrapé parce que j'étais convaincue que ma mère, elle m'attendait. Et en fait, il y a des hommes qui sont à bord d'un bateau qui m'interpellent. C'est eux qui m'ont vu en premier. Et c'est à ce moment-là donc j'ai réalisé qu'on m'a enfin trouvé. Et je m'autorise vraiment à lâcher du coup mon débris. Et on m'emmène du coup à l'hôpital à Moroni. C'est un véritable miracle. Elle a vraiment montré énormément de courage. Elle est restée accrochée après ce morceau d'avion pendant plus de 12 heures. Alors quand je suis dans l'eau, je prends pas conscience de toutes les blessures que j'ai. J'ai eu une fracture en fait au niveau de mon œil gauche, une fracture à la clavicule aussi, au bassin. Et j'ai eu des brûlures aussi au niveau de mes pieds. Je demande ma mère, à la psychologue en fait qui se trouve dans la chambre. Et c'est là qu'elle m'apprend que je suis la seule qu'on a retrouvée pour le moment et qu'elle pense pas qu'on va retrouver d'autres personnes vivantes. J'y crois pas trop parce que naïvement je me dis si on m'a retrouvée, on peut retrouver les autres personnes. Les choses elles se sont faites petit à petit, mais j'ai pas eu un moment où je me suis dit ah oui Baya, t'es la seule à avoir survécu. Passer dans l'eau, ça je pourrais jamais oublier. Peu importe les années, je pourrais pas oublier tout ce que j'ai ressenti, comment j'ai trouvé le temps bon. Les souvenirs, les choses qui se sont déroulées dans l'avion, petit à petit, malheureusement, elles partent.
j'avais une volonté, à un moment donné, c'est une expression que j'ai employée au tribunal, mais de mettre tout ça dans une boîte et de l'enfouir au fond de moi. Et là, j'ai dû ouvrir la boîte avec le procès, mais j'ai dû avancer d'une manière ou d'une autre, et c'est le moyen que j'avais trouvé pour avancer, essayer de penser le moins possible à tout ça, parce que après l'accident, j'avais beaucoup de mal à dormir. Parfois, je revivais les heures passées dans l'eau. Je faisais des cauchemars. Quand tu as survécu à un accident où tu es la seule de tout un avion à avoir survécu, t'as pas de manuel, t'as rien qui te dit tu vas passer par ça comme étape, tu vas t'en vouloir ou tu vas pas t'en vouloir. Tu sais pas, tu prends les choses comme elles viennent. Oui, il nous apporte des réponses. Après, j'attends le verdict. Mais tant que la justice n'aura pas désigné, on va dire, la compagnie, si elle est coupable ou pas, pour l'instant, je suis pas soulagée. Je ressens pas un soulagement ou cette sensation de pouvoir tourner la plage et laisser tout ça derrière moi. Il n'y avait pas de représentant de la compagnie? Alors moi, j'étais pas surprise parce que ça avait été annoncé en amont qu'il n'allait pas avoir de représentant. Avoir quelqu'un qui nous écoute, déjà dans un premier temps, ça aurait été une bonne chose, qui présente des excuses, parce qu'on peut présenter des excuses sans engager sa responsabilité pénale. Et on n'a jamais eu ça. Je n'aurais pas survécu si tout le monde avait disparu. Je ne sais pas si on parlerait autant de cet accident. Je sais que c'est moi qui représente, et c'est pour ça que parfois je tiens à souligner que c'est pas juste mon histoire, c'est pas juste l'histoire d'une miraculée, c'est l'histoire d'un crash auquel, j'ai survécu, mais il y a eu des disparus, et c'est avant tout à eux qu'on doit penser avant de penser à moi, parce que moi je suis là, je mène ma vie, mais eux malheureusement ne sont plus là aujourd'hui. Merci. Je voulais vous remercier de vous être déplacé pour rendre hommage ultime, parce que c'est vrai qu'avec cet accident, on pense souvent au miracle qui s'est produit et précisément. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, étant donné que ça marque les 10 ans et que les choses n'ont pas forcément avancé comme on aurait aimé dans cette situation. Vous avez pleuré devant tout le monde avant de tenir votre discours. On ne vous a jamais vu comme ça. C'est vrai que d'habitude, j'essaye toujours de me montrer forte pour tout le monde, mais là, je me suis laissée gagner par mes émotions et être face à tout le monde. C'est vrai que ça m'a mis chaud au cœur avec la vidéo qui a été diffusée juste avant, donc j'ai eu du mal à me contrôler comme d'habitude. Vous avez des choses que vous avez voulu dire pendant le discours que vous n'avez pas pu déclarer justement? Oui, c'est vrai que j'aurais voulu remercier certaines personnes qui nous ont accompagnés, comme nos avocats ou l'ambassadrice ou les élus qui se sont présentés, mais aussi les personnes qui font le déplacement pour les 10 ans, mais aussi un peu pointer du doigt les juridictions françaises qui prennent du temps à homologuer certaines décisions, et ce qui retarde aussi le versement des indemnités et qui risque encore de retarder encore plus le versement. Donc, et la compagnie et aussi les assureurs. Voilà. Les médias vous surnomment depuis le crash la miraculeuse. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Après, moi, je ne me vois pas comme une miraculée. Pour moi, c'était pas mon jour, tout simplement. Et voilà. Et c'est ça que je disais, que souvent on retient de cette histoire le fait qu'il y ait une survivante, mais c'est avant tout une tragédie qui s'est produite, il y a eu des morts, et c'est ça qu'il faut retenir avant tout, avant de penser au miracle qui s'est produit. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview de Mediapack. C'est quelque chose, le moment que vous êtes approché d'elle. J'espère que ça a changé quelque chose,
Parce que pour elle, c'était la première fois que je le voyais craquer comme ça. Et depuis 10 ans, c'est la première fois que je l'ai vu. Mais c'est normal aussi, parce que quand on pleure, ça apporte beaucoup de choses, ça dégage beaucoup de choses. Et que je le voyais comme ça et me mettre à côté, c'était une façon de l'accompagner et que je l'accompagnerais comme d'habitude. Le 29 juin 2009, j'ai pris l'avion avec ma mère pour aller aux Comores. Et en fait, l'avion n'est jamais arrivé à destination, il s'est crashé en pleine mer. Je suis la seule sur... C'était vraiment la première fois, on va dire, que je prenais l'avion, que j'avais 12 ans au moment des faits. Pour y aller, on avait pris la compagnie Yemenia Airways. On était à bord 153. On nous a annoncé l'atterrissage. Moi, je sens qu'il y a des turbulences. Et d'un coup, j'ai un trou noir. En fait, je me réveille dans l'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu les gens crier, j'ai pas vu de la panique, j'ai pas senti l'avion tomber d'un coup, j'ai rien senti. Et d'un coup, où je me retrouve dans l'eau la nuit, toute seule. En face de moi, je vois 3 débris d'avion. Donc, je comprends qu'il y a eu un accident. Je décide d'attraper le débris qui est le plus gros, qui n'est pas comme Titanic. J'étais pas comme Rose allongée sur mon débris. Non, je prends conscience qu'il y a des femmes qui appellent à l'aide, qui crient, qui pleurent. Donc j'appelle à l'aide aussi. Et on va dire sans vraiment grand espoir, puisqu'il n'y avait personne. Je voyais personne. Il faisait nuit, très peu de lumière. C'était juste éclairé en fait avec les étoiles et la lune. Et je m'endors sur mon débris d'avion, toujours agrippée. Et je me réveille le lendemain matin. Je vois au loin une île et j'essayais de rejoindre en fait l'île en nageant toujours en fait agrippée à mon débris et j'avais l'impression de faire du surplace. Au moment de l'accident, la nuit, j'étais parfaitement logique et j'avais vraiment conscience qu'il y avait eu un crash, mais le lendemain, en me réveillant, en étant seule, je suis rentrée dans un délire complet. Et je me suis dit, en fait, tout le monde est arrivé, y compris ma mère. En fait, c'est cette idée-là qui m'a permis de tenir en me disant que ma mère, elle m'attend. Donc, je ne peux pas lâcher, même si j'ai eu envie. Même si j'ai eu envie de lâcher parce que le temps est long. 10 heures comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu es toute seule dans l'eau, ça paraît une éternité. Puis arrive un moment où j'entends des voix d'hommes qui m'appellent. Le bateau, c'était un bateau de pêcheurs. Ils m'ont expliqué qu'ils m'emmenaient à l'hôpital. Quand on a annoncé à mon père qu'on m'avait retrouvé, lui, il s'attendait à ce que j'ai une jambe en moins, un bras en moins, enfin vraiment très très blessée. Et ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai eu quelques brûlures au niveau de mes pieds, une fracture au niveau de mon bassin et une au niveau de ma clavicule. Enfin, c'est rien de grave puisqu'aujourd'hui je vais très bien, je marche très bien, je suis en pleine forme. Et une fois arrivée à l'hôpital de Moronier, oui, donc forcément je demande après ma mère, je veux savoir où elle est et c'est là où on m'a annoncé que ma mère n'avait pas été retrouvée, que ça faisait bientôt 24 heures que l'accident avait eu lieu, ils n'avaient plus trop d'espoir en fait de trouver de nouveaux survivants. Une fois rentrée en France, chez moi, j'avais très souvent l'odeur du kérosène un peu qui revenait, vu que en fait il y avait que ça dans l'eau hein, quand il y a eu l'accident. Moi, en fait, pour me guérir et aller mieux, j'ai dû faire abstraction de la justice. En fait, il y a une enquête qui a eu lieu pour connaître les causes du coup de l'accident. Les turbulences que j'ai senties, ce n'était pas normal. Les conditions climatiques n'étaient pas réunies pour atterrir en plus de nuit. Là, le parquet de Paris a demandé un procès contre la compagnie pour homicide et blessures involontaires. Donc on attend la réponse vu que le dossier est entre les mains du juge d'instruction et que ça s'est passé ce mois-ci en fait 11 ans après. Il n'y a que maintenant où sur le plan pénal on voit un petit pas parce que pour moi tant que le juge d'instruction n'aura pas dit ok on fait un procès, pour moi il n'y a rien qui est sûr. C'est un combat qui est lourd, qui nous accompagne tous les jours parce que les proches qu'on a perdus, c'est une douleur qu'on ressent chaque jour. Et je pense que tout le monde aimerait en fait tourner la page de cette histoire-là, alors que non, on est toujours obligé de revenir dessus parce que les choses n'avancent pas. La chose, on va dire, avec laquelle j'ai mis plus de temps à réaliser, c'était que j'étais vraiment la seule survivante. Ça, j'ai du mal à perdre espoir. Pour moi, on allait forcément retrouver des gens, y compris ma mère. J'ai pas gardé de traumatisme
Et j'ai appris à relativiser. Maintenant, je prends l'avion sans aucun problème, sans aucun stress, sans pleurs. Et je me dis souvent aussi qu'il y a peu de chances que je subisse un deuxième crash aérien, normalement. Et souvent, même, je rassure les personnes avec qui je voyage, parce qu'elles sont plus paniquées que moi à l'idée de prendre l'avion. Exactement. On nous a annoncé qu'on allait atterrir, donc on nous a demandé d'attacher nos ceintures, tout le processus habituel. Et puis, il y a eu des secousses dans l'avion. Et moi, je ne trouvais pas ça normal, donc j'ai commencé à regarder les gens autour de moi, mais personne semblait inquiet. Donc je me suis dit que peut-être c'était quelque chose d'habituel quand on atterrissait aux Comores. Donc vu que j'ai vu que personne réagissait, je me suis dit bon, Baya, arrête de te faire des films, tout va bien. Vous en avez parlé à votre maman à ce moment-là, de votre inquiétude? Juste avant le crash, on n'a pas échangé beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, elle était fatiguée, elle m'a juste dit « Est-ce que tu as attaché ta ceinture ?» Je lui ai répondu « Oui », et puis voilà. Et c'est vrai que j'étais partie un peu avec une boule au ventre, de l'appréhension, parce que quand je suis partie aux Comores, j'étais vraiment petite. Et là, pour moi, c'était comme une première. Donc, prendre l'avion, j'appréhendais un petit peu. Et du coup, j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Après le crash, alors que se passe-t-il exactement? Vous vous réveillez en fait dans l'eau. Du coup, on nous a annoncé l'atterrissage. Et puis, je me réveille dans l'eau la nuit. Il y a un petit peu une lumière, mais c'est pas vraiment une lumière, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Et des cris de femmes. Beaucoup de cris qui appellent à l'aide, qui pleurent. Et alors c'est bizarre parce que j'ai fait preuve d'une très grande lucidité. Il y avait des débris à côté de moi et je les ai attrapés. Et j'ai commencé à appeler à l'aide. Vous avez résisté quand même, on peut le rappeler, au froid, à la soif, à la faim, à la fatigue, et je dirais même à la peur, parce qu'à 12 ans et demi, grosso modo, on a quand même peur, non? On a quand même un peu peur, dès on entend un bruit, on se dit, imagine, il y a un requin, mais tu peux rien y faire, tu es là, toute seule, tu peux même pas te défendre, donc si, on a un peu peur. Vraiment, j'avais perdu espoir à ce moment-là, et j'avais posé ma tête en fait sur le débris, je me suis dit, on va plus jamais me retrouver. Donc en fait, il y a un homme qui est descendu dans l'eau pour m'aider à remonter. Et... Il vous a agrippé et il vous a attiré à lui. Voilà. C'est le visage d'un miracle. Baya a 12 ans, la peau rongée par le sel et des fractures de l'épaule et du bassin. Elle tient la main de son père dans l'avion qui la ramène en France. Baya est la seule survivante d'une catastrophe aérienne. Derrière l'image, le crash de la Yéménia au large des Comores il y a 13 ans. Ce jour-là, Baya Bakari a pris l'avion pour la première fois avec sa mère pour assister à un mariage dans sa famille aux Comores. À l'approche de l'île, des turbulences, puis un trou noir. La fillette, devenue adulte, se souvient de son réveil. Je vois face à moi 3 débris d'avion. Je prends le plus grand en me disant que je vais pouvoir monter dessus pour tenir le plus longtemps possible. Et en même temps, j'entends des femmes appeler à l'aide. Les recherches sont lancées avec très peu de moyens. 10 heures plus tard, c'est un pêcheur qui sauvera la seule rescapée du drame. La toute jeune fille est vite rapatriée en France. Elle sait qu'elle ne reverra pas sa mère et devient le symbole d'un accident qui a tué 66 Français. À Marseille, où vivent beaucoup d'entre eux, c'est le désespoir et la colère. C'est toute la communauté comorienne, jeune, moins jeune, qui est touchée. On a tous perdu quelqu'un dans ce vol. On met les Comoriens dans des vols poubelles. Même les ceintures de sécurité ne sont pas assurées. L'avion qui s'est crashé avait passé sans encombre la dernière inspection. Mais l'enquête a mis en lumière un défaut de formation des pilotes et une mauvaise signalisation de l'aéroport. Dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui, le témoignage de Baya Bakari est très attendu. Son père est à ses côtés. Il a attendu ce jour-là, elle est bien, elle est tranquille, elle répondra les questions dont on va lui poser à tout moment. À 25 ans, Baya Bakari aimerait qu'on ne la regarde plus comme une miraculée, mais comme une jeune femme épanouie, en quête de vérité pour les 152 disparus. On vous regarde, vous êtes un soleil. On se dit, voilà, quand on a vécu, c'est une force de caractère. Ça vous vient d'où? C'est quoi? C'est vos croyances qui fait qu'aujourd'hui vous êtes aussi rayonnante. Vous dites, voilà, c'est le destin, j'ai survécu et je dois profiter à fond de tout ce qui m'arrive. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça et mon caractère naturel. Cet accident m'a permis de me découvrir aussi. De relativiser. Voilà. Est-ce que ça vous a donné plus de force? Oui, évidemment, parce que aujourd'hui, comme tout le monde, après j'ai des épreuves et ça me permet de relativiser, de me dire que j'ai vécu bien pire et je peux me relever de tout ça. Alors, c'était votre premier vol en avion, celui-là? Oui.
D'accord. Oh là là. Ah oui, en plus. Vous avez fait quoi? C'était un cadeau qu'on vous avait fait? C'était une occasion particulière ou c'était pour un voyage? Oui, on devait se rendre à un mariage qui devait avoir lieu dans notre famille avec ma mère. Donc, c'était l'occasion aussi de rencontrer ma famille qui est aux Comores, vu que je suis originaire des Comores. Je les avais jamais vus, donc c'était pour ça, c'est tout. C'est incroyable. Alors, finalement, dans ce crash, physiquement, vous n'avez pas beaucoup de séquelles. Vous êtes très peu abîmé, finalement. Oui, j'ai eu quelques brûlures, une fracture à la clavicule et une au bassin, et c'est tout. Rien de bien grave. Voilà. C'est dingue. Et dans la reconstruction psychologique, ça a mis combien de temps? Ça a été assez... Bon, quand on vous voit, on dit que tout va bien, mais ça a mis un peu de temps ou c'était pareil aussi miraculeux? Non, mais alors, j'ai pas été suivie par un psychologue. C'était mon choix. C'est mon père qui m'a beaucoup accompagnée, en fait, dans ma reconstruction. Et je n'ai pas de durée. Il y avait des moments où ça allait, d'autres moments où ça allait moins bien. Mais encore aujourd'hui, des moments par rapport à tout ça, la perte de ma mère, où il y a des hauts et des bas. Donc, mais je vais mieux, c'est sûr. Mais je n'ai pas de durée. Comment s'appelle votre papa? Kassim. Kassim, on l'embrasse, parce que bravo. Bravo, merci beaucoup, Baya. Alors... Elle reste une miraculée. L'unique rescapée d'un terrible crash aérien. Notre grand témoin s'appelle Baya Bakari. Qu'est-ce qui se passe le 29 juin 2009? Je prends l'avion avec ma maman pour me rendre aux Comores à l'occasion d'un mariage dans sa famille. On vous annonce l'atterrissage. On nous demande du coup d'attacher nos ceintures, de remonter le blot, redresser nos sièges. Et puis à ce moment-là, moi je sens des turbulences dans l'avion. Donc je regarde un peu autour de moi, les passagers, ma mère, personne ne réagit. Donc je me dis que tout simplement ça doit être habituel quand on atterrit aux Comores. Et là j'ai un trou noir. Je me réveille dans l'eau, en pleine mer. L'avion de la Yemenia Airlines vient de s'écraser. Baya, alors âgée de 12 ans, se retrouve au milieu de l'océan Indien, seule, parmi les débris de la carcasse qui flottent à la surface. Je vois face à moi 3 débris d'avion. Je prends le plus grand en me disant que je vais pouvoir monter dessus pour tenir le plus longtemps possible. Et en même temps, j'entends des femmes appeler à l'aide un peu plus loin de moi. Je les vois pas puisqu'il fait nuit à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Les seules lumières qu'on a, c'est les étoiles ou la lune. Il y a énormément de vagues. Vraiment énormément. Donc du coup, je me prends en pleine figure ces vagues-là. C'est un mélange d'eau salée avec du kérosène. Cramponnée à son morceau d'avion, elle va tenir 10 heures. Avec un espoir, retrouver sa mère. Elle était très protectrice envers ses enfants. Elle voulait toujours nous protéger, elle faisait très attention à nous. Et je me disais, non, il faut que je tienne juste pour elle, elle mérite. Et si elle apprend que j'ai lâché et qu'on m'a trouvé mais que j'ai lâché, elle sera tellement malheureuse. Donc c'est vraiment cette idée-là qui m'a aidée à ne pas lâcher prise. Baya ne reverra jamais sa mère, disparue, comme les 152 passagers et membres d'équipage. Sauvée par un pêcheur, la fillette n'a que des blessures légères. La voici, filmée pendant son rapatriement en France, en état de choc. Comment tu te sens? Son visage, rongé par le sel, devient le symbole du courage. L'image elle est assez forte, on voit une petite fille sur un lit d'hôpital, mais en vrai aujourd'hui vous pouvez voir que je me porte très bien, je marche, je suis en parfaite santé. Je sais que ça fait partie de mon histoire et j'ai pas envie de me retirer cette partie-là, je peux pas me l'enlever, j'en suis consciente, mais j'aimerais aussi que aujourd'hui avec le temps on voit aussi que je suis autre chose que Baya la miraculée. À 23 ans, elle termine un master en immobilier. Une jeune femme normale, dit-elle, qui aimerait bien tourner la page. Cet accident vous a rendue plus forte? On peut dire ça que d'une certaine manière, aujourd'hui, si j'ai pu me relever de ça, je peux me relever de n'importe quelle épreuve en fait. Baya souhaite que la justice fasse la lumière sur les causes de l'accident, comme toutes les familles de victimes qui attendent un procès depuis 11 ans. On
est toujours très ému. Et puis 10 ans, c'est symbolique pour tout le monde. Le temps passe et on n'oublie pas les personnes qui sont disparues dans cet accident. Ça me fait plaisir, mais après, je pense pas que ce soit pour moi. Pour moi, ils viennent avant tout pour les victimes, parce que c'est vrai que avec cet accident, on se focalise sur le miracle qui s'est produit à une fille qui a survécu, mais il faut pas oublier les personnes qui n'ont pas eu la même chance que moi. Donc si elles se déplacent, c'est avant tout pour ces personnes-là et enfin pour moi. Après le crash, j'ai été hospitalisée et c'est vrai qu'il y avait un fort engouement médiatique. Donc je suis partie rester chez ma tante quelques jours pour éviter un peu tout ça, et j'avais besoin de repos également. Et puis après, je suis repartie à l'école et j'ai géré au fur et à mesure les médias. Je suis étudiante en alternance, je travaille dans l'immobilier et je fais des études en immobilier aussi. Et voilà, sinon je mène une vie tout à fait normale.